Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Parfois, tu poses la question de savoir, j'avais remarqué, comment vous faites pour apprendre ? Moi, pour apprendre, je crée des boîtes. Alors, il y a des gens qui ouvrent des bouquins. Moi, quand j'ai dû apprendre ce que c'était que la blockchain en 2017, j'ai créé une première boîte, un premier projet, Multis. Et en vérité, quand tu lances un premier projet, t'apprends sur le tas. Et c'est comme ça que j'ai tout appris dans ma vie. C'est pour ça que j'ai jamais travaillé et que quand j'ai dû apprendre le web, j'ai créé une boîte, j'ai ouvert un livre de PHP. Donc, du coup, c'est ma manière, moi, en tout cas, là, je parle très personnellement, d'apprendre à proprement parler. Donc, chaque fois qu'on va lancer un nouveau startup studio, que ce soit dans la santé, dans le climat, parce que c'est des univers qui m'amusent, des univers dans lesquels je veux apprendre et que je vais pouvoir réaliser cette volonté, quoi. Après, à chaque fois, on a besoin d'un directeur de studio. C'est-à-dire que tu peux pas imaginer lancer. C'est parce qu'on a rencontré Camille Tian, qui est un entrepreneur incroyable, je dirais qui est comme nous, qu'on s'est dit qu'on allait lancer un startup studio avec lui parce qu'il avait la même fougue pour pouvoir avoir des idées, pour pouvoir convaincre des entrepreneurs et créer de la même manière qu'on trouve des très bons entrepreneurs pour lancer nos boîtes, pour lancer chacun de nos studios, on doit trouver des directeurs qui avaient la même fougue que nous ou qui ont la même fougue que nous et qui vont être capables dans leur domaine d'expertise d'arriver avec plusieurs idées, de convaincre des entrepreneurs et de manière générale, moi je me suis comme je fais pas mal de projets en parallèle, je dirais que la martingale de Defenders et peut-être de la manière dont je fonctionne, c'est toujours de m'appuyer sur quelqu'un qui est meilleur que moi dans son domaine et qui va surtout apporter de la pérennité au projet qu'on crée ensemble, quoi. C'est-à-dire que je vais travailler avec Camille parce que je sais que le studio FinTech, il sera là pour les 5-10 prochaines années pour le faire grandir, quoi. Il va pas flancher, Camille. Il va pas flancher, Camille. Non, Camille, il flanche pas. Mais Olivier Payet. Comment il s'appelle le studio de FinTech? Le studio Logic Founders. Logic Founders, pardon. Ouais, Logic je l'ai dans mes notes, mais j'ai pas voulu aller chercher. Je suis flemmard. Et le nom du studio Web3 va être révélé dans quelques... Peut-être d'ici la sortie de ce podcast. Dans 10 jours, il sera sorti ou pas, ton nom? Vas-y, balance, allez, vas-y. On va le dire. Ça s'appelle Three Founders. Three Founders, ok. Tu vas inverser le E, du coup. Tu vas inverser exactement. Le E. J'aurais dû être designer. J'en ai rêvé toute ma vie. Il est créatif. Et j'allais te poser une question alors sur Camille, Logic. Mais avant, je voulais te poser une question que j'avais tout à l'heure. Est-ce que tu peux me dire ce qui fait un bon entrepreneur ? Alors, je sais pas ce qui fait un bon entrepreneur, mais j'ai compris, je crois, quelque chose. À force de parler avec pas mal de gens qui avaient entrepris, on pense souvent que les entrepreneurs se lancent parce qu'ils ont envie de créer, ils ont envie de gagner de l'argent. Enfin, il y a plein de raisons qui font que le commun des mortels pense que les gens veulent entreprendre. Et pour moi, ayant parlé à pas mal d'entrepreneurs, j'ai l'impression que ils sont entrepreneurs par défaut parce qu'ils ont tellement un refus, ils refusent tellement l'autorité que le fait d'imaginer travailler pour quelqu'un d'autre était complètement inconcevable. Et en vérité, je retrouve ça alors, moi le premier, c'est-à-dire que je me rappelle très bien que je suis devenu entrepreneur parce que j'avais pas la possibilité de travailler pour quelqu'un d'autre, quoi. Et après, tu me reconnais bien là. Ouais, mais en fait, tu demandes, alors si des gens que tu connais bien, dans lesquels tu peux rentrer, dans lesquels tu peux fouiller, parce que tout le monde va te raconter son histoire, ça, comme on dit, sa peer story, quoi, tu vois. Mais derrière cette peer story, demande-leur. Souvent, il y a pas mal d'entrepreneurs qui soit font un refus de l'autorité, soit réalisent quelques années après que finalement ils veulent plus avoir de bol, ils veulent être autonomes. Donc il y a cette volonté quand même de recherche d'autonomie, à proprement parler. Mais quand alors on viendra sur d'autres peut-être points, mais je dois du coup discuter. Quand tu lèves des fonds, quand toi t'as eu Oleg avec toi par exemple, tu lâches un peu de cette autonomie. Je veux dire, je suis passé aussi par là. Est-ce que après on va forcément, je veux dire, moi quand on me propose soit d'investir dans Cosa Vostra, soit de racheter, soit en fait je me dis mais enfin ça dépend du deal, mais c'est quand même compliqué.
moi, à chaque fois que je perds l'autonomie, je perds l'autorité, je perds la motivation, et du coup, je passe à un autre projet, systématiquement. Et dans la plupart des scénarios, les VC te prennent pas du tout l'autonomie, c'est-à-dire que ils te rendent justement tout à fait responsable, tout à fait autonome, et viennent pas rentrer ou faire de l'ingérence dans les décisions de la boîte. Sauf si ça se passe mal. Quoi. Oui, sauf si ça se passe mal. Et quand ça se passe mal, de toute façon, il vaut mieux déguerpir, quoi. Je vais dire ça. Quand ça se passe mal, il faut se battre. Ok, d'autres choses qui font un bon entrepreneur? Moi, je pense, et je dis souvent, parfois c'est mal compris, un optimisme naïf, c'est-à-dire une espèce de capacité à modifier la réalité pour que qu'on ait l'impression que tout va bien se passer, quoi. À chaque fois, si tu réalises combien de temps ça va te prendre, si j'avais réalisé, alors que je le savais au fond de moi qu'il aurait fallu 2 ans et demi pour sortir une première version, je l'aurais jamais fait. Et à un moment, si j'avais su, si tu regardes le Aircall, je me rappelle à l'époque, donc on lançait un service de téléphonie digitale, VoIP. Et tout le monde autour de nous racontait que ça existait déjà, qu'il y avait plein d'acteurs, etc. Et nous, on se fichait un peu de ça. On y croyait dur comme fer, et un peu de manière irrationnelle. Et pour ça que je parle souvent du mot naïf, ça veut pas dire complètement stupide, mais en se mettant des ornières, quoi. Des œillères. Des œillères. Ornières, c'est un trou dans le. Non, et puis c'est vrai que quand t'écoutes un super épisode avec Jonathan Geloff sur Aircall, mais qui me dit, mais en fait, au début c'était n'importe quoi, ça ne marchait pas en fait, quoi. Alors ça, c'est un autre sujet. C'est qu'effectivement, ça sont mauvais. Ça prend. Non, pas Aircall en particulier. Alors c'est déjà, c'était quelque chose de complexe à faire. Il y a des sujets, mais de toute manière, il faut, pour moi, 3 ans entre le moment où on écrit la première ligne de code et le moment où on arrive à un logiciel qui pourrait être respectablement acheté par des vrais clients, quoi. Entre les deux. Ça se répète tout le temps. Ça se répète tout le temps, et c'est de plus en plus dur. En dessous de 3 ans de dev, de première ligne de code, tu peux pas vendre ton truc. Les gens qui te l'achètent font une erreur de te l'acheter. Ils l'achètent pour plein d'autres raisons, parce qu'ils veulent être sympas avec toi, parce qu'ils ont vraiment besoin de ton logiciel, parce qu'ils sont faut une erreur où ils te soutiennent, mais ouais, exactement. Je parle d'une erreur peut-être au sens je dirais économique du terme, quoi, tu vois, mais il en faut, heureusement. Venez pilote, essayez nos logiciels pendant les 3 premières années, ils sont quand même pas mal, mais ce que je veux dire, c'est que t'arrives pas à une qualité professionnelle, et le niveau, vu le niveau de maturité des technologies, la complexité aujourd'hui pour créer un logiciel a augmenté. Le ticket d'entrée est plus cher. Ah, mais c'est très compliqué. Enfin, là, nous, on construit pas mal de logiciels de productivité, qui sont les logiciels que tout le monde utilise tous les jours pour envoyer ses emails, écrire des notes, gérer son téléphone, son support, etc. Ces logiciels, les utilisateurs aujourd'hui sont habitués à des super logiciels. Donc, pour construire ce type de logiciel, il faut une équipe de 20 personnes, ultra spécialisée dans son domaine, et ça coûte de l'argent. Et c'est pour ça aujourd'hui, d'ailleurs, je pense, en partie, que les startups ont besoin et lèvent beaucoup d'argent plus qu'avant, pas uniquement parce que les marchés se sont enflammés, mais aussi parce que ça coûte plus cher, quoi. Aujourd'hui, honnêtement, pour créer on parle souvent de Airtable, on parle souvent de Notion. Alors, je sais pas si ça parlera à tout le monde ici, mais c'est quand même des logiciels ces logiciels, ils ont pris 3 ans et plusieurs millions d'euros à construire. Parce que c'est compliqué pour cette typologie de logiciel d'avoir 2 personnes dans un garage qui développent et de sortir quelque chose en 6 mois, quoi. Ok. D'autres choses sur un bon entrepreneur? Un bon entrepreneur, pour moi, il y a le côté évangéliste, le côté transmettre sa passion, parce que au final, que ça soit parler à tes clients, que ça soit parler aux médias, que ça soit parler à ton équipe, que ça soit pour recruter. C'est au candidat, du coup. C'est hyper important de savoir transmettre sa passion d'une manière ou d'une autre. Quand je dis transmettre sa passion, c'est pas forcément être un sales qui se met ultra extraverti, qui se met debout sur une table. Mais c'est trouver sa manière à soi de transmettre sa passion, quoi. Parce qu'au final, le but du jeu, qu'est-ce que c'est qu'une boîte? C'est une équipe. Ok, je dirais tirer vers un but commun. Et pour tirer cette équipe vers un but commun, il faut savoir lui transmettre son énergie et sa passion, quoi.